Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule vidéo du mini-MOOC Les formations dédiées à l'enseignement aux enfants. Dans cette capsule, nous nous centrerons sur l'articulation entre l'oral et l'écrit, nous aborderons le thème de l'évaluation et nous parlerons de l'enseignement aux enfants à distance. Pour vous remercier de nous suivre régulièrement sur ce mini-MOOC, nous vous avons également proposé une courte vidéo bonus dans laquelle vous retrouverez une adaptation complète d'une unité entière de Zigzag plus 1 pour l'enseignement à distance. Pour nous accompagner et nous guider dans ce mini-MOOC Les formations, nous avons la chance de pouvoir compter sur la présence d'Hélène Ventier, qui est, comme vous le savez, une des spécialistes mondialement reconnues de l'enseignement français, langue étrangère et seconde en direction des jeunes publics. Bonjour Hélène et merci de nous retrouver de nouveau dans cette troisième capsule du mini-MOOC Les formations dédiée à l'enseignement aux enfants. Bonjour Jeanne, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver également, bien sûr. Merci Hélène. Alors, dans la deuxième capsule de ce mini-MOOC, vous nous avez expliqué comment mettre en place un processus pour permettre un usage progressif de la langue orale chez les enfants. Parlons maintenant d'écrit et justement, je me souviens que dans votre livre « L'enseignement du FLE aux enfants », vous rappelez qu'on considère généralement qu'un apprenant mobilise des compétences de lecteur-scripteur acquises en langue 1 pour lire et écrire en langue étrangère et que dans le contexte spécifique de l'enseignement aux enfants, cette transposition supposée est très loin d'être évidente puisque nous avons affaire à des jeunes apprenants qui, pour certains, sont encore non lecteurs et qui, pour d'autres, sont apprentis lecteurs en langue 1. Donc, prenons en compte cela, comment fonctionne cette articulation entre oral et écrit dans l'apprentissage du FLE chez les enfants? Oui, effectivement. Et comme un enfant ne pourra pas spontanément détecter les ressemblances et les différences qui régissent l'écrit dans la langue où il apprend initialement à lire et à écrire et dans la langue étrangère, nos démarches pédagogiques devront lui proposer une prise en compte, une prise de conscience, plutôt une prise de conscience du fonctionnement de l'écrit en français, tout en s'appuyant sur les habiletés qui sont en cours d'acquisition en langue 1. Toutefois, un principe majeur sera à prendre en considération. L'oral sera toujours premier et l'entrée dans l'écrit se fera à partir d'éléments langagiers que les enfants seront capables de comprendre, de dire et de bien prononcer à l'oral. Donc, le développement de bonnes compétences phonologiques sera un prérequis incontournable à l'entrée dans l'écrit en langue étrangère. D'accord, donc si je comprends bien, pour favoriser un passage serein de l'oral à l'écrit, on va d'abord favoriser les compétences en français parlé, avec par exemple une pratique intense de la prosodie, des rythmes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des illustrations plus concrètes sur ce sujet? Oui, alors il est vrai qu'on a trop souvent tendance à introduire l'écrit de façon concomitante à l'oral, en même temps que l'oral, parce qu'on a peur que l'oral s'envole et il est tellement fugitif. Le risque dans ce cas, eh bien, c'est que l'écrit devienne une barrière à la perception de l'oral parce que l'enfant apprenti lecteur dans sa langue 1 se focalisera non pas sur ce qu'il entend, mais sur ce qu'il voit. Et l'oralisera dans sa tête avec un savoir-faire d'apprenti lecteur hispanophone, lusophone, anglophone ou autre, en tout cas dans cette langue 1. Il faut donc que le français oral puisse laisser dans l'oreille des traces sonores qui seront ensuite activées lors du passage à l'écrit. Alors, comment développer ces compétences phonologiques? Eh bien, par exemple, à travers toutes les activités plurisensorielles, alliant le geste, le mouvement, donc aussi quelque part le visuel, à la parole, pour mieux entrer dans la musique de la langue et pour mieux la prononcer. À travers par exemple aussi, des activités rythmiques pour frapper le rythme dans ses mains et scander l'oral en syllabes sonores. Ici, on voit un exemple toujours tiré de Zigzag avec Félix et Lila qui sont en train de scander les syllabes sonores d'une comptine qu'ils sont en train d'écouter d'abord, puis de dire ensuite. À travers aussi l'activité de la maison des sons dont nous avons déjà parlé. Alors ici, sur la diapositive que vous voyez, il s'agit de partir à la recherche du phonème en, symbolisé là, dans ce cas, par l'image visuelle, par la carte image enfant, qui est un mot à ce stade bien connu des élèves. En classe, on ajoutera aussi à ce symbole visuel un symbole kinesthésique. Par exemple, en sera
ce symbole-là. C'est un geste d'ailleurs que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être, en tout cas ils reconnaîtront l'influence de la méthode gestuelle Borel-Maisoni. Et ce geste fera intervenir une autre forme de mémoire qui donnera ainsi du corps et un repère plurisensoriel supplémentaire pour l'identification du phonème. Les comptines aussi, pour travailler les aspects phonologiques de façon générale, permettent d'insister sur les aspects sonores de la langue et de développer ce qu'on appelle la conscience phonologique. Je suis sûre que vous connaissez cette charmante petite comptine idéale pour l'identification du phonème 1, par exemple. Vous la connaissez? Un petit lapin sur le chemin rencontre un autre petit lapin, 1 et 1. Deux petits lapins sont devenus copains. 2 petits lapins sur le chemin rencontrent un autre petit lapin. 2 et 1, 3 petits lapins, etc., etc., etc. Voilà. Évidemment, il y a des tas d'exemples pour permettre à nos élèves, on l'a dit, c'est fondamental, de développer de bonnes compétences phonologiques, d'avoir dans l'oreille la langue et les sonorités, l'oralité, les sonorités du français. C'est vraiment super. Ce petit lapin est un bon. Alors, du coup, on voit l'oral, mais comment se réalise du coup le passage à l'écrit très concrètement? Oui, voyons maintenant quelle articulation avec l'écrit proprement dit. Alors, là aussi, quelques exemples où il s'agira pour l'enfant de faire le lien entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Alors là, sur cette diapo, nous faisons par exemple appel à ce qu'on appelle la compétence logographique, où il s'agit de photographier à l'écrit des mots que l'on connaît bien à l'oral et de les associer à une image les représentant. De nombreux jeux d'ailleurs, que l'on peut faire évidemment en grand groupe ou en petit groupe, permettent de développer cette compétence, le jeu de mémoire, le jeu des mots flash, le jeu du plus rapide, le jeu du tourne-carte, etc. On les retrouvera tous dans le guide pédagogique de Zigzag. Là, nous faisons appel à la compétence phonographique, puisque après avoir identifié, on le voit, la présence du phonème en et la présence du phonème on, il est proposé à l'enfant de différencier à l'écrit, au niveau de leur graphie, les mots où on entend en, des mots où on entend on. Et on constatera par ailleurs, comme c'est souvent le cas en français, qu'un même son, ce sera l'occasion pour les enfants de le constater, qu'un même son, qu'un même phonème peut s'écrire différemment. Bon, le phonème en est un excellent exemple avec la dent, les enfants, la maman, etc. Ici, dans cet autre type d'activité, nous faisons appel à la fois à la compétence logographique, à la compétence phonographique, mais aussi à la compétence fonctionnelle textuelle, puisqu'il s'agit de compléter une petite poésie avec le bon prénom et le bon jeu en respectant les rimes, donc en faisant rimer prénom et jeu pour compléter cette poésie. Pour terminer, peut-être provisoirement sur cette question, je souhaiterais ajouter une dernière précision. Ainsi que vous l'avez dit, Jeanne, d'ailleurs, les prérequis de nos jeunes apprenants pour entrer dans le français écrit ne sont pas tous les mêmes. Mais il s'agira toujours de développer leurs compétences à partir de ce qu'ils savent déjà faire dans leur langue 1 ou dans une langue 2, peut-être le cas échéant, une langue 3 déjà apprise. Et là aussi, nous sommes dans un esprit, et c'est très important, je pense, dans un esprit de plurilinguisme, où l'apprentissage du français se réalisera à partir de, avec, en appui sur un déjà là, sur un déjà acquis dans d'autres langues. Je me suis beaucoup penchée sur ces questions d'entrée dans l'écrit et notamment proposé pour Zigzag Plus deux cahiers différents, considérant dans le cahier d'activité de Zigzag Plus que l'enfant est déjà apprenti lecteur en langue 1 ou dans une langue 2 utilisant l'alphabet latin, et considérant dans J'apprends à lire et à écrire avec Zigzag que l'enfant n'est pas encore apprenti lecteur dans l'alphabet latin ou apprenti lecteur en général. Et évidemment, les supports et démarches proposés sont donc différents d'un contexte à l'autre et d'un cahier à l'autre. Oui, alors je vois que vous avez tenté en fait de vous approcher au maximum des différents contextes d'enseignement et apprentissage possibles. Voilà. Alors, ouais. Au cours de nos entretiens, on a parlé des spécificités du public, des approches à privilégier dans la première capsule vidéo. On a aussi évoqué l'éveil aux langues, l'attention de nos jeunes apprenants, la pratique de la production orale, des compétences linguistiques dans la seconde capsule. Mais on n'a pas encore
encore parler d'un sujet qui intéresse sans doute nos collègues car il est central dans bien des domaines, c'est l'évaluation. Alors, comment fonctionne-t-elle cette évaluation avec nos jeunes apprenants justement? Alors, évaluer ce qui est acquis en voie de l'être ou pas encore maîtrisé paraît être la seule manière de mettre en place un enseignement efficace, c'est-à-dire dans lequel on part des connaissances stabilisées pour aller vers ce qui est nouveau. Alors, plusieurs formes d'évaluation sont possibles. Par exemple, celle qui fournit une photographie du niveau des compétences de l'élève en testant à un moment précis ses habiletés de compréhension, de production orale et écrite. C'est le cas, évidemment, de toute évaluation sommative et notamment de l'examen du DELF-Prime. Dans Zigzag Plus, par exemple, je propose des entraînements réguliers au DELF-Prime A1 et A2 pour le niveau 3, Zigzag 3, ainsi que des activités d'évaluation, des tests sommatifs en fin de chaque unité. Vous en voyez d'ailleurs un exemple sur cette diapositive. Autre type d'évaluation, celle qui permet à l'enseignant d'observer, de prendre des informations dans la classe pendant le déroulement des activités orales et écrites et de réguler, d'adapter son enseignement en fonction des réussites et des difficultés identifiées chez les élèves. C'est ce qu'on appelle les pratiques d'une évaluation formative. Elles seront là aussi très importantes à tout moment de la classe. Et puis, un dernier type d'évaluation, celle que l'on qualifierait davantage de formatrice et qui invite les enfants, dans un climat bienveillant, bien sûr, à s'interroger à l'issue d'une séquence sur ce qu'ils ont appris, sur ce qui leur a posé problème et le cas échéant sur ce qu'il faudrait approfondir pour pouvoir s'améliorer. En fait, à travers ce type d'activité méta, il s'agit d'amener les enfants à réfléchir sur leurs propres apprentissages. Là aussi, on fait appel à des enfants capables de penser, capables d'avoir une attitude réflexive. Là, ce serait en langue 1, bien sûr, mais on les amène à réfléchir donc sur leurs propres apprentissages et on les incite en quelque sorte à devenir des co-acteurs, je dirais presque parfois des co-auteurs de leur classe de français. Et c'est ce que je propose notamment dans le guide pédagogique de Zigzag Plus. À la fin de chaque unité, on en voit un exemple ici, avec la rubrique « Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous appris ?» Une rubrique bilan de chaque activité pour aussi se permettre aux enfants de se remémorer ce qu'ils ont appris, ce qui est important, de remettre en mémoire les différents éléments et de pouvoir faire un bilan des apprentissages réalisés et de la façon dont on les a fait, dont on les a réalisés. On le voit ici aussi, un mini portfolio de compétences renseignées de façon collective ou individuelle par l'enfant permet également de faire le point sur les compétences acquises, tout en constituant un lien pédagogique entre la classe de français, vous, les professeurs de français, et la famille de l'enfant. Et, à mon sens, la qualité de ce lien sera très importante dans la motivation qu'aura l'enfant à apprendre le français. D'accord, merci beaucoup Hélène, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions pendant ces 3 capsules vidéo du Mini-MOOC Les Formations, de nous avoir donné des exemples concrets pour chacune de vos réponses grâce à votre merveilleuse série Zigzag Plus. On espère vous voir bientôt, mais en tout cas, merci infiniment Hélène. Merci à vous Jeanne de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité de rencontrer des collègues professeurs de français dans le monde entier qui utilisent déjà Zigzag ou peut-être pas encore. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt à tous. Bonne continuation en tout cas à tous. Et justement, nous allons bientôt reprendre Zigzag Plus car nous allons maintenant nous centrer sur l'enseignement à distance qui, nous le savons, est indispensable dans ce contexte de confinement. On se propose donc d'abord de vous résumer nos conseils pour faciliter ce processus d'enseignement-apprentissage avec les enfants. Nous verrons ensuite, dans le bonus de ce mini-MOOC Les Formations, une adaptation d'une unité de Zigzag Plus pour la classe en ligne, pour vous aider à vous lancer plus sereinement dans l'enseignement à distance et permettre à vos élèves de ne pas perdre le fil de leur apprentissage du français. Alors, la première chose qu'on pourrait mentionner sur cet enseignement à distance, c'est qu'il ne s'agit pas d'un phénomène totalement nouveau. D'ailleurs, on se souvient d'un dossier paru en 2014 dans Le Français dans le Monde qui reprenait comment faire un cours en ligne en expliquant les nouveaux rôles de l'enseignant et les différentes pratiques adoptées.
en se basant sur des témoignages de collègues. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir que face à la situation de confinement, cette utilisation du cours en ligne a fortement augmenté. Et donc, on va devoir repenser tout ce que suppose la classe à distance, en particulier pour les plus jeunes publics. Alors, en effet, au début du confinement, nous avons tous dû nous adapter dans l'urgence à la situation. Cléformation était d'ailleurs présent à vos côtés, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouviez, pour vous accompagner au mieux, régulièrement, à travers de nombreux e-cafés pédagogiques. Mais il convient maintenant, avec le recul, de repenser cette adaptation, pour envisager un changement parfois structurel entre la classe présentielle et la classe à distance. Alors on peut penser à plusieurs questions générales qui nous viennent en tête. Par exemple, est-ce que l'enseignement doit se résumer à seulement distribuer des activités que les élèves réaliseraient à distance? Comment s'assurer que les outils numériques, sursollicités en ce moment, tendent à favoriser le lien social, à permettre une ouverture au monde, au lieu d'être porteurs d'isolement de nos jeunes apprenants et de leurs familles? Et justement, en parlant de nos apprenants, comment est-ce qu'on peut adapter les approches utiles dans l'enseignement aux enfants, que nous avons vues grâce à Hélène Ventier dans ce mini-MOOC? Comment donc les adapter aux modalités du cours à distance? Alors, comme je le mentionnais, Cléformation a souhaité vous accompagner pendant toute la période de confinement. Et vous pourrez retrouver des enregistrements de certains de nos e-cafés pédagogiques. Concrètement, il en existe 2 entièrement dédiés à l'enseignement à distance avec les enfants. Vous les retrouverez facilement sur le QR code affiché ici ou sur le lien disponible page 24 du document support de cette capsule. Ils sont divisés en 2 parties, la classe en visioconférence d'une part et le travail en autonomie à la maison d'autre part. Nous allons reprendre ici nos principaux conseils pour chacune des 2 modalités. Commençons donc par la classe en visioconférence. Elle présente des avantages certains puisqu'elle permet aux élèves de se voir, de discuter entre eux, bref, d'interagir. Elle nous permet également d'entraîner plus aisément les compétences orales de nos élèves, si importantes comme nous l'avons vu avec Hélène Ventier. La première chose que l'on doit donc rechercher dans cette classe en visioconférence, c'est bien cet être ensemble, apprendre ensemble. C'est pourquoi il va falloir privilégier des activités de jeu en groupe, les exercices de type ronde, où l'élève qui parle nomme le prochain qui va parler, etc. Il faudra également, pour cette classe en visioconférence, tenter de respecter les besoins des enfants, leur proposer de manipuler et d'être toujours actifs. Alors, peut-on vraiment enseigner en ligne comme si nous étions avec nos élèves? Soyons réalistes, sans doute pas. Comme le mentionnait Hélène Ventier lors de la première capsule de ce mini-MOOC, le regard, la gestion du corps sont par exemple des éléments essentiels lorsqu'on enseigne aux enfants. Cela étant dit, nous pouvons sans doute rendre l'enseignement à distance plus pertinent, plus efficace, plus agréable et plus motivant en prenant en compte certains aspects sur lesquels je reviens maintenant. Le premier aspect, c'est que, si votre contexte le permet bien sûr, il est préférable de privilégier des sessions de visioconférence plus courtes que vos cours habituels, en divisant vos apprenants pour avoir de plus petits groupes dans des séances de 20 à 40 minutes maximum selon l'âge de vos élèves. Par exemple, si vous aviez 2 heures de cours avec une classe de 30 préadolescents, 10-12 ans, privilégiez 3 sessions répétées de 40 minutes en groupe de 10 élèves. Deuxième aspect à prendre en compte, c'est qu'il faut que vous vous assuriez que les enfants puissent utiliser correctement les principaux outils de la visioconférence, comme le micro et la caméra, et qu'ils deviennent peu à peu autonomes face à ces fonctions. Naturellement, au début, il faudra accompagner les parents pour qu'ils aident leurs enfants dans ce processus. Souvenez-vous que vous avez à votre disposition la fiche « Conseils parents-enfants »
que vous trouverez page 29 du document support de cette capsule. Troisième élément important, rappelons que les enfants ne voient pas vos gestes et votre regard comme ils le font en classe. Il faut donc vous assurer qu'ils se sentent concernés, qu'ils sentent qu'ils font partie du groupe. Pour cela, nommez-les régulièrement par leur prénom et faites-les nommer par leurs camarades dans des activités de type ronde. Vous le voyez dans cette comptine de Zigzag plus 1 par exemple. Il serait aisé de transformer la comptine en ronde rythmée et motivante pour les enfants. Alors, notre quatrième recommandation, ce serait de donner des conseils encore plus clairs que d'habitude aux enfants, en ne craignant pas parfois de passer par la première langue pour éviter un contexte qui pourrait devenir facilement anxiogène ou démotivant pour vos élèves. Vous pouvez également penser à envoyer aux parents le déroulé de la session dans une sorte de courte synthèse pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs enfants dans le processus, avant et après la session en visioconférence. Un autre conseil important, c'est de permettre aux apprenants d'interagir, de jouer, de négocier, de découvrir entre eux pendant la session de visioconférence. C'est un élément essentiel pour maintenir ce facteur d'apprendre ensemble dont je parlais tout à l'heure. Alors pour cela, vous pouvez leur faire utiliser la fonction de partage d'écran, solliciter les apprenants pour qu'ils travaillent ensemble en créant par exemple des sous-groupes de travail collaboratif dans votre programme de visioconférence, dans lesquels ils pourront réaliser certaines activités ensemble avant un retour commun dans le groupe de classe. Au-delà des fonctionnalités de votre programme de visioconférence, vous pouvez utiliser de nombreux jeux interactifs qui sont disponibles en ligne. Vous connaissez sans doute les jeux de concours comme Kahoot et Quizzes ou les plateformes de jeux, de création de jeux comme Learning Apps ou Educandy. Mais vous pouvez également utiliser, selon l'âge de vos apprenants, des programmes de création collaborative de contenu. Je pense en particulier aux outils de Google comme Google Forms ou Google Docs. Vous pouvez également recréer d'une certaine façon les murs de votre classe ou des couloirs de votre école grâce à des programmes comme Padlet pour préserver des visuels de travaux en commun. Septième chose indispensable, il faut réaliser des activités courtes où l'on évite la passivité de nos élèves. Et dans le même sens, on va varier la typologie de ces activités pour aider à maintenir l'attention fugitive, comme disait Hélène Ventier, de nos élèves. Alors pour cela, vous pouvez tout à fait varier des activités interactives de type Memory, Sudoku, des activités d'écoute active où les enfants pourront éventuellement écouter, répéter, mimer devant leur caméra. Et donc tous les enfants seront amenés à participer soit en étant acteurs, soit en devinant, comme vous le voyez ici, l'animal mimé par leurs camarades. Voilà pour nos rapides conseils pour la visioconférence. Mais maintenant, que faire pour l'enseignement asynchrone? Tout ce qui se fait à la maison. Alors, notre première pensée sur le sujet, c'est déjà qu'il faut être réaliste. Réaliste sur la difficulté des tâches en autonomie et sur le temps nécessaire pour les réaliser. Souvenons-nous toujours, par exemple, que les activités à la maison prennent beaucoup plus de temps qu'elles ne prendraient à l'école. Il faut également penser à l'âge de nos élèves. L'autonomie n'est pas la même à 6 ans qu'à 10 ou 11 ans. Et donc là aussi, il faut être réaliste pour porter une réelle attention à l'égalité des chances de nos apprenants, déjà à rude épreuve pendant cette période de confinement. Ensuite, il va falloir, comme pour la visioconférence, détailler clairement les étapes pour réaliser les tâches à la maison et bien définir les objectifs concrets, tant pour les parents que pour leurs enfants. Troisième chose à laquelle il faut également penser, c'est qu'on va régulièrement recueillir les retours de nos élèves, de leurs parents, pour réajuster la charge de travail et pour nous adapter au mieux à des situations qui sont souvent très variées. Il va falloir bien entendu prévoir des alternatives au digital pour les enfants qui ne disposeraient pas des outils nécessaires. Donc, au-delà des activités interactives, des bibliomanuels par exemple, vous pouvez tout à fait proposer des fiches photocopiables, imprimables,
comme celle que vous trouvez par exemple dans l'espace digital de Zigzag Plus, dont vous voyez le lien sur la page 39 du document support de cette capsule. Quatrième chose à prendre en compte, il va falloir favoriser l'interaction entre les apprenants et l'enseignant, et entre les apprenants eux-mêmes en dehors de la visioconférence, pour éviter l'isolement social et les motiver dans les activités à réaliser. Pour cela, vous pouvez tout à fait adapter des projets comme celui que vous voyez ici, issu de Zigzag Plus, dans lequel les élèves sont amenés à manipuler en découpant, en coloriant. Mais ils pourraient par exemple envoyer des photos de leur création sur leur bloc de classe avec l'animal qu'ils auront choisi et deviner, questionner les masques de leurs camarades en commentaire de chaque photo. Vous pouvez également vous enregistrer en tant que professeur dans des capsules vidéo courtes dans lesquelles vous revenez sur certains aspects vus en visioconférence et ainsi motiver vos apprenants à se préparer pour un éventuel concours, un éventuel jeu qu'ils feront ensemble lors de la session suivante de visioconférence. Dernière chose à prendre en compte, c'est que nous vous savons particulièrement sollicités, surchargés de travail en ce moment. Il convient donc de nous souvenir régulièrement que nous ne sommes pas, en tant que professeurs, en tant qu'enseignants, de simples distributeurs correcteurs d'exercices. Privilégiez les modalités autocorrectives lorsque vous donnez des activités à faire à la maison pour permettre à vos apprenants de vérifier rapidement s'ils comprennent tel ou tel élément et pour, de votre côté, repérer plus aisément les difficultés concrètes de vos groupes d'élèves pour pouvoir ensuite cibler et individualiser votre processus d'enseignement. Voilà pour cette troisième capsule du Mini-MOOC Clé Formation entièrement dédié aux enfants. Mini-MOOC qui ne se termine pas totalement puisque nous vous avons préparé un bonus qui consiste en une adaptation complète pour la visioconférence d'une unité de Zigzag Plus 1. Merci encore à tous de nous suivre et à très bientôt pour le bonus de ce Mini-MOOC.